Bonjour à toutes et à tous Bonjour. et bienvenue dans notre webinaire Réinventer l'expérience candidat en 2025. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous faire signe dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien également. Et surtout, ça vous permettra de trouver le chat dans lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions plus tard. Ah, nickel. Bonjour à tout le monde. C'est très agréable d'avoir vos messages. Salut, salut. Du coup, Pauline? Bonjour tout le monde. Parfait, tout le monde donc, nous voit, nous entend, c'est parfait. Donc on peut commencer le webinaire en ce 17 juillet. On est là aujourd'hui, Factorial et Untied, donc Arnaud et Caterina, pour parler de l'expérience candidat en 2025. En fait, comment le réinventer, du recrutement jusqu'à l'intégration. Et pour ce faire, donc, j'ai le plaisir d'être entourée de Caterina, de la partie du côté Untied, et Arnaud Bernard, côté Factorial. Et donc moi aussi, pour me présenter, je suis du côté marketing chez Factorial. Et donc je vous laisse également vous présenter, Caterina et Arnaud, pour ce webinaire. Avec grand plaisir, je me permets de commencer. Donc, je suis Caterina Boltrick, je suis Head of Brand et Customer Experience chez Hunted. Et depuis 2017, et de base, j'accompagnais les consultants et cabinets de recrutement qui collaboraient avec nous. Et encore avant, j'étais dans un cabinet de recrutement moi-même. Donc, c'est vrai que ce côté, le secteur recrutement, je le connais plutôt bien avec les différentes vues, différents aspects depuis maintenant 2012. Donc, c'est pour ça aussi je me permets de traiter le sujet. Arnaud? Et moi, je m'appelle Arnaud. En tout cas, ravi de faire votre connaissance. Merci beaucoup à tout le monde de participer aujourd'hui. Je vois qu'il y a beaucoup de confrères, de consoeurs, beaucoup de personnes qui travaillent en recrutement. Donc, n'hésitez pas à ce que ce soit le plus interactif possible. On est là pour vous donner des tips, des best practices, mais je pense que vous en avez aussi beaucoup à partager. Donc, avec grand plaisir pour les écouter. Moi, ça fait bientôt 10 ans que je travaille dans le recrutement. Je pense comme beaucoup d'entre vous, j'ai commencé par des cabinets de conseil, cabinet de conseil en ingénierie, cabinet de recrutement. Avant de partir travailler essentiellement pour des éditeurs de logiciels. Voilà, donc je suis passé par plusieurs sociétés françaises ici. Donc la particularité, c'est que Pauline et moi, nous sommes à Barcelone. On travaille voilà, pour des boîtes tech. Je suis passé par TripAdvisor pendant quelques années. Payfit, qui est également un SIRH, et donc plus récemment Factorial depuis maintenant 1 an et demi. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Factorial, Arnaud, et ensuite Caterina sur Untied, quelques mots? Oui, complètement. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une plateforme en fait qui est vraiment à destination. Alors, non pas seulement des responsables RH, je dirais même des managers, mon manager dans son ensemble, toutes ces personnes qui vont finalement avoir une responsabilité managériale et donc jouer un rôle crucial finalement sur la gestion des équipes. Gestion d'équipe, ça veut souvent dire un certain nombre de tâches, de missions RH, de tâches parfois administratives. Donc, nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est finalement une solution clé en main qui va, dans un premier temps, automatiser, centraliser un certain nombre de process. On essaye en fait de suivre, si vous voulez, tout le cycle de vie d'un salarié. Donc, des choses aussi factuelles que, par exemple, la gestion du temps de travail, les fiches de paye, l'évaluation de la performance, le recrutement, évidemment, le nerf de la guerre, on est là pour en parler, et plein d'autres choses. Merci pour cette présentation. Je complète de côté Untied, nous sommes également une plateforme qui permet de faciliter la collaboration entre les entreprises qui ont le besoin en recrutement, tout type de secteur, de toute taille, partout en Europe, avec des cabinets de recrutement. Donc, tout simplement, Untied permet de
fluidifier la gestion des cabinets de recrutement, centraliser l'ensemble des besoins externalisés et surtout de s'appuyer sur le réseau, sur notre communauté de plus de 3800 professionnels de recrutement qui vont avoir les expertises différentes et qui permettent justement de répondre aux besoins de nos différents clients. Et après, bien entendu, il y a de l'IA, il y a de la techno, il y a la gain de productivité qu'on apporte et on a déjà recruté plus de 300 métiers différents. Et c'est pour ça aussi on se permet, côté Huntid, de traiter le sujet parce qu'en effet, on se trouve à un croisement entre le recrutement et le digital. On a des données de notre plateforme parce qu'on existe aujourd'hui depuis 2016 et également on a cette vue globale sur les entreprises, leurs besoins, les attentes, le fonctionnement, les consultants en recrutement, donc les intermédiaires, et aussi bien sûr les candidats et leurs attentes. Donc c'est pour ça qu'on se permet de traiter ce sujet et c'est qu'on se dit qu'avec Factorial on est très complémentaires parce que nous on est en amont de processus et sur la partie recrutement et Factorial intervient surtout sur la deuxième partie quand les candidats intègrent et deviennent des employés. Et il y a des moments très cruciaux justement, un moment de passage de candidat à l'employé. Exactement. Et on est là pour vous donner toutes les clés ce matin pour ça. Et dans un premier temps, on voulait vous faire participer pour mettre un petit peu de contexte sur le sujet avec un sondage. D'ailleurs, donc je vais vous soumettre pour savoir en fait quelles sont vos plus grandes difficultés aujourd'hui. Désolée. Quelles sont vos plus grandes difficultés aujourd'hui dans le recrutement? Et je le soumets, désolée. Voilà. Alors, est-ce que vous le voyez? J'ai mis un petit... Pour l'instant, j'ai l'impression que ça ne s'affiche pas, mais n'hésitez pas, en effet, dans le chat, de donner un peu plus de détails parce qu'on peut proposer quelques options, mais il n'y a rien de mieux que d'avoir vos retours, ce qui nous permet aussi d'ajuster un petit peu notre présentation. Et il y a l'onglet sondage notamment qui est disponible à gauche du chat, à côté des questions, en effet. Normalement, c'est censé de s'afficher, mais aujourd'hui, ça ne veut pas. Il y a un petit couac, désolée. Mais ça ne, c'est pas très grave. Si, c'est bon. Je vois que ça... Super, nickel, merci. N'hésitez pas à réagir, ce qui nous permettra d'ajuster un petit peu aussi notre discours et de surtout savoir quels sont vraiment les pain points de votre côté. Mais je pense que globalement, on est tous d'accord pour dire que le marché est quand même assez tendu en ce moment. Il y en a plusieurs sujets, aussi bien côté candidat que côté entreprise. Effectivement, et donc dans un premier temps, eh bien, on va parler finalement pour donner un peu de contexte et faire les états et lieux des attentes entre les candidats et les entreprises. On voit qu'il y a une fracture aujourd'hui. Et Caterina, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément sur ces différentes fractures qu'il peut y avoir sur le marché? Tout à fait. Je pense que globalement, il faut dire qu'il y a cette évolution des attentes qui s'est passée et qui se passe depuis un petit moment, déjà post-Covid, avec l'apparition de télétravail. Il y a plein de choses qui ont changé côté candidat et on s'est rendu compte que côté entreprise, parfois, ça ne suit pas du tout. Et je pense que la première chose, c'est vraiment la prise de conscience qui peut manquer sur le fait que ces attentes des candidats ont évolué. Et c'est vrai qu'en 2025, notamment avec les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, les candidats n'attendent pas juste une fiche de poste, ils veulent vraiment une expérience. Et si avant, c'était un peu une jolie phrase, expérience des candidats, aujourd'hui, il y a des réelles attentes par rapport à ça. Et chaque interaction compte, du premier clic sur une offre à la signature. Et bien sûr que cette expérience candidat reste une vitrine de votre marque employeur. Mais plus concrètement, pourquoi est-ce qu'on parle de fracture? Parce que côté candidat, il y a des attentes fortes sur notamment transparence et rapidité du processus. Et on est un peu séparé côté pendant le processus de recrutement et ensuite, une fois que le candidat intègre, et si on parle de processus, aujourd'hui, 80% de candidats, notamment cadres, exigent une réponse sous 3 semaines.
et un retour après l'entretien sous 2 semaines maximum. Alors qu'on sait que réellement, les processus de recrutement durent en moyenne 12 semaines en 2024. Donc déjà, on voit qu'il y a une grande disparité entre les souhaits et les attentes des candidats et ce que derrière délivrent les entreprises. Encore une fois, pour des raisons très différentes et souvent très justifiées, là, on n'est pas pour juger, mais plutôt pour poser quelques constats et pour voir qu'en effet, il y a peut-être cette disparité qui existe. Et on sait aussi que 58% des candidats abandonnent les processus de recrutement s'ils dépassent 3 semaines sans donner de nouvelles, ce qui est normal en quelque sorte, notamment quand on sait qu'ils peuvent être très sollicités, notamment les bons candidats, et tout simplement, ils peuvent déjà intégrer un autre processus sans avoir de nouvelles. Côté vraiment conditions de travail, il y a un élément dont on s'est rendu compte il y a quelques semaines, c'est le fait que télétravail, qu'on pensait durablement installé, est en train de reculer côté entreprise de manière assez significative, notamment sur les fonctions cadres, fonctions support, fonctions commerciales. Si on regarde les données de Huntid, en 2022, 65% de nos postes cadres prévoyaient du télétravail régulier et non occasionnel. En 2025, déjà, ils ne sont plus que 44%. Et une chute encore plus marquée pour les fonctions commerciales où on est passé de 68% à 38%. Et ce retour en arrière, souvent discret, parce que ce n'est pas forcément annoncé, c'est juste qu'on se rend compte sur les annonces maintenant, ça commence à être moins précisé, c'est moins cadré. En fait, ce recul, ce retour, il échappe à beaucoup et surtout que côté candidat, par contre, ça reste une vraie attente qui est profonde, qui est installée et on sait que beaucoup de candidats ne vont pas du tout se lancer dans les processus de recrutement s'il n'y a pas de télétravail ou si ce n'est pas quelque chose qui est cadré. Donc, d'un côté, on a le recul côté entreprise. De l'autre côté, on a une vraie attente installée côté candidat, tout simplement. Une autre chose aujourd'hui, et ça, ce sont des études de APEC, de Morgan Phillips, de 2024, qui dévoilent que les candidats vont rechercher l'employabilité, la formation, la montée en compétences et qui souhaitent que leur employeur leur permette de trouver, en gros, une meilleure expérience ensuite. Sauf que, encore une fois, sauf des grands groupes avec beaucoup de moyens, la formation et la montée en compétences, ce n'est pas quelque chose qui est réellement développé et installé dans la majorité des entreprises, notamment si on parle des PME, de plus petites structures ou encore des startups. Donc, il y a quand même, c'est encore une fois, cette disparité. Si on regarde de manière un peu peut-être plus courte, il y a sur plus ou moins chaque élément, il y a des attentes qui sont assez différentes. Si on parle rapidité, suivi, transparence, à côté entreprise, on peut avoir quand même des processus souvent assez lourds avec peu de suivi. Côté candidat, tout le monde a envie d'avoir l'information sur la rémunération claire dès le début, transparente, sauf que souvent côté entreprise, ça reste assez flou, avantages qui ne sont pas forcément mis en valeur ou clairement indiqués. Télétravail, on en parlait. Et après, il y a aussi quand même toute cette partie sur le sens, sur la culture, sur RSE, sur quel changement dans le monde, notamment dans ce monde instable, l'entreprise peut apporter. Et sauf que souvent, il n'y a pas de politique. Mais ce qui est normal aussi, parce que pendant le temps un peu plus tendu, on va se focaliser sur l'essentiel, sur le développement du chiffre d'affaires, sur le fait de sauver l'entreprise parfois. Donc, en effet, ça peut être normal de ne pas forcément se focaliser sur cette partie RSE et avoir beaucoup de communication externe sur ce fait. Je ne sais pas, Arnaud, si de ton côté, tu as des éléments à ajouter sur cette partie-là. Là, j'ai beaucoup parlé pour poser ce cadre un peu macabre, mais on va voir, tout n'est pas si triste non plus. Effectivement, peut-être plus ton expérience, Arnaud. Ouais, peut-être pour vous donner peut-être des éléments un peu plus tangibles, des retours terrain, donc des processus lourds, bah oui, évidemment. Je pense qu'on fait du recrutement, mais on a tous été un jour ou l'autre candidat. C'est pas toujours agréable, on est dans l'attente d'avoir un retour, ça peut être un peu stressant. Donc effectivement, des process de recrutement qui peuvent être un peu longs. Donc l'importance, je pense, de bien mesurer, alors certains d'entre vous le feront peut-être,
mais ce qu'on appelle le time to hire, hein, super important de pouvoir le mesurer pour vous donner un ordre d'idée, même si c'est pas à prendre pour argent comptant, mais en tout cas pour que ça puisse vous aider à avoir peut-être des indicateurs sur les postes opérationnels. Moi, je sais que je recrute beaucoup de vendeurs, par exemple. Voilà, des process de recrutement entre 10 à 20 jours maximum. Sur les profils peut-être plus techniques, IT, ingénierie, par exemple, entre 20 et 35 jours. Des profils cadres et middle management entre 30 et 45 jours. Voilà, essayez de ne pas aller au-delà de ces délais, parce que sinon, on va proposer l'expérience candidat va forcément pâtir. Et on a des risques, évidemment, de churn pendant le process. La rémunération, pareil. Alors, c'est vrai qu'ici, il y a deux écoles. Moi, je suis plutôt d'avis d'en parler, de la faire apparaître sur la fiche de poste. Certains seront d'accord, d'autres ne le seront pas. On peut lancer le débat, mais je pense pas me tromper en disant que moi, personne n'est philanthrope ici. Moi, je suis passionné de recrutement. Je ne sais pas si je ferai malgré tout mon travail gratuitement. Donc, c'est important de pouvoir en parler. C'est important aussi d'avoir de la transparence là-dessus. Ça permettra d'éviter des désillusions ou de la frustration en fin de process de recrutement. Et ça vous fera surtout gagner du temps précieux. Si au moment de peut-être envoyer une promesse d'embauche en fin de process, on s'aperçoit qu'en fait, le niveau de rémunération proposé est complètement incohérent par rapport aux attentes d'un candidat. Politique hybride, pas systématique. Je te rejoins, Katerina, sur ce que tu disais. Alors, je peux vous donner un exemple. Amazon, hein, pour ne citer que. Moi, j'ai échangé avec quelques personnes semaine dernière. Je sais qu'il revient en ce moment sur sa politique de télétravail. Alors, il y a beaucoup d'entreprises. Je crois qu'il y avait la Société Générale en France également. Il y a eu un mouvement de grève syndicale par rapport à ça. Il y a Free, Solantis. De mémoire Ubisoft également qui revient aussi sur sa politique de télétravail. Donc, il y a une vraie tendance aujourd'hui avec post-Covid sur les 2-3 premières années où on avait des politiques de télétravail qui étaient beaucoup plus souples et on revient aujourd'hui en arrière. Donc, c'est important. Alors, évidemment, pas sur toutes les fonctions. Je pense qu'il y a des fonctions aujourd'hui avec des opérateurs peut-être ou des fonctions, des métiers manuels. Effectivement, c'est pas toujours possible de le proposer. Maintenant, c'est important lorsqu'on a peut-être des fonctions plus tech ou des fonctions où on peut travailler à distance, au moins un modèle hybride, parce que ça, c'est quelque chose qui systématiquement revient dans les questions des candidats. Tout ce qui va être développement, formation, ce qui est important aussi. Alors moi, je sais que j'ai travaillé dans une entreprise à l'époque en termes d'inclusion, de diversité, où on proposait notamment de recruter X pourcentage de notre masse salariale non issue, par exemple, de grandes écoles d'ingénieurs ou de grandes écoles de commerce. Après tout, je pense qu'on peut avoir de très bons ingénieurs qui ne sont pas forcément de l'Epitech, pour ne citer que celle-ci, mais il y en a plein d'autres. Effectivement, pour avoir le titre d'ingénieur, il faut faire une école d'ingénieur. En tout cas, si on reste sur de la programmation informatique ou certains métiers tech, voilà, je pense qu'on peut avoir de très bonnes compétences métiers sans forcément sortir de grandes écoles. C'est pareil pour des métiers de vendeur également. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler aussi. Et l'expérience candidat la plus humaine possible. Bon, ça, je pense que c'est le b.a-ba. Je n'ai pas réinventé la roue en disant ça, mais je pense qu'une franche poignée de main vaudra toujours mieux qu'un email automatique. Donc, essayez le plus possible voilà, d'engager de la discussion, de communiquer avec les candidats sur différents channels. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses. On aura tout le loisir d'en reparler tout à l'heure si vous voulez des outils. Mais voilà, sortir un petit peu du cadre email automatique, message, communication par mail. Il y a plein d'autres choses à faire aujourd'hui qui vont pouvoir rendre l'expérience candidat un peu plus intéressante et plus comment dire, en corrélation avec ce qu'attendent les candidats aujourd'hui, ce qu'ils attendent de nous. Expérience plus humaine, mais aujourd'hui, il y a finalement l'usage aussi de l'IA qui arrive et qui devient peut-être la nouvelle norme. Est-ce que, Katerina, tu peux nous en dire plus sur l'utilisation de l'IA dans le processus de recrutement? Tout à fait. De toute façon, en 2025, peu importe le sujet qu'on traite, il y aura forcément la partie sur l'IA parce qu'en effet, l'IA déjà s'est installée dans notre quotidien, dans nos différents processus. Donc, et forcément, elle a aussi l'impact sur les processus de recrutement. Et Mélanie, je vous rejoins sur le fait que sur 150 et parfois 300 candidatures, c'est malheureusement compliqué. Sans dire impossible, de faire un mail personnalisé. Et c'est là justement où c'est très important et c'est très intéressant de se bien pencher sur le sujet de l'IA pour voir quels éléments, quels processus, quelles actions on peut automatiser. Et d'ailleurs, souvent bien automatiser pour qu'elles paraissent plus personnalisées, les retours, pour gagner du temps et pour pouvoir justement se focaliser sur les éléments plus importants
où cette relation humaine reste primordiale. Donc, on a fait une étude, un baromètre avec Idoso, notre partenaire côté communication RH, où on a adressé 200 responsables RH des différentes entreprises françaises pour savoir comment est-ce que l'utilise l'IA, comment se passe l'utilisation et l'intégration de l'IA. Et ce baromètre n'est pas encore sorti, il va sortir en septembre, 30 septembre. Donc, c'est un peu les informations en avant-première, vous avez de la chance. Mais en gros, on voulait voir concrètement comment ça se passe aujourd'hui. Et c'est vrai que globalement, 55% de responsables RH disent que oui, ils utilisent l'IA dans leur processus de recrutement, soit occasionnellement, soit régulièrement. Presque 30% disaient que non, c'est un projet, mais ils attendent que ça soit vraiment cadré. Et en gros, que 18% disaient que non, et ce n'est pas du tout prévu. On s'est penché aussi pour savoir quels outils ils sont les plus utilisés. Donc, c'est une grande surprise, c'était ChatGPT et Gemini, donc l'IA de Google qui était le plus utilisé. Et on voulait aussi voir, au-delà de ça, sur quelles actions, justement, l'IA était le plus utilisé. Et encore une fois, sans grande surprise, c'était surtout sur la partie rédaction. Rédaction de fiches de poste, des offres d'emploi, rédaction de mails, les comptes rendus, le sourcing. Le sourcing, c'est que 17%. Donc, vraiment, au final, c'était, dans la majorité des cas, c'était pour gagner du temps et c'était pour l'écriture, pour en effet ne pas faire les retours manuels qui peuvent être compliqués. Par contre, au final, sur la partie un peu plus concret, entretien, tri de CV un peu plus technique, pour l'instant, ça reste assez léger. Et ce qui était aussi intéressant de savoir, c'est qu'au final, ce n'est pas du tout cadré aujourd'hui et c'est souvent, dans la majorité des cas, l'utilisation très personnelle. Et je pense que la prochaine étape, et dans tous les cas, c'est nous qu'on conseille, c'est d'avoir un peu plus de formation pour les responsables RH et toutes les personnes qui peuvent la mettre en place pour les sensibiliser sur les différents moments, notamment la partie RGPD, quand on utilise l'IA, c'est très important, mais également sur cette partie perception des candidats. Parce que ce qu'il faut savoir que chaque action, chaque automatisation qu'on met en place, elle est perçue par les candidats. Ils se rendent forcément compte que le mail était automatisé et parfois en plus il y a des petits coquilles qui se glissent. Et de deux, cette automatisation et cette utilisation de l'IA peut avoir un impact sur votre marque employeur, un peu sur votre réputation. Donc, c'est important déjà de se poser la question, OK, comment est-ce que je l'utilise? Comment est-ce que c'est perçu? Et est-ce qu'il n'y a pas de manque sur lesquels il faut que je me renseigne et surtout je forme mon équipe? Avant qu'on rentre en plus dans les détails sur la perception globale justement des candidats, Arnaud, Pauline, est-ce que vous avez des éléments sur le sujet à rajouter? Ouais, je pense que globalement, on se rend bien compte ici que l'IA, elle est principalement utilisée sur les phases d'un process de recrutement où on n'a pas nécessairement de contact avec les candidats. Je pense par exemple, en fait, si vous voulez, quand on fait le métier de chargé de recrutement, il y a ce qu'on appelle des tâches à forte et à faible valeur ajoutée, hein. Forte valeur ajoutée, intrinsèquement, c'est l'échange, le face-à-face avec les candidats. Moi, c'est ce qui d'ailleurs, je pense, nous intéresse le plus, hein, dans ce métier, c'est de pouvoir échanger, communiquer, évaluer. Là-dessus, je pense que l'intelligence artificielle, en tout cas aujourd'hui, j'ai pas le pouvoir de dire dans l'avenir, mais peut-être que ça sera amené à évoluer. Mais en tout cas aujourd'hui, au moment où on fait ce webinaire, je pense que l'IA n'est pas encore capable de remplacer cette perception, cette sensibilité que nous, les chargés de recrutement, on peut avoir aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple assez factuel. Moi, je travaille sur un écosystème tech, donc je recrute beaucoup de vendeurs dans la tech, etc. Attention à ne pas tomber dans les biais avec ce que je vais vous dire, mais c'est quand même intéressant. On sait, parce qu'on a déjà recruté, parce que j'ai déjà échangé avec des candidats, avec des candidates, que X ou Y entreprises sont des bonnes écoles. Sont des bonnes écoles pour les ingénieurs, sont des bonnes écoles pour les vendeurs, etc. etc. Ça, l'IA, elle ne le sait pas aujourd'hui. Moi, je le sais parce que j'ai un retour marché que je connais, puisque ça fait maintenant 10 ans que je recrute dans la tech ici à Barcelone. Donc, c'est des choses que j'ai entendues, que je connais, que je suis capable de mesurer. Ça, l'IA, elle ne pourra pas le faire à ma place. Aujourd'hui, moi, je veux vraiment l'utiliser sur, je pense que c'est assez
assez visible hein, de toute façon sur les sondages que vous nous avez présentés, mais sur les tâches à faible valeur ajoutée. Donc, ChatGPT, pour ne citer que celui-là, c'est vrai que c'est un outil qui est quand même formidable, notamment pour tout ce qui va être traitement de texte, hein, la sémantique, la syntaxe, pour rédiger des offres d'emploi, rédiger des retours de mails personnalisés. Je crois que quelqu'un tout à l'heure parlait dans le chat de retours personnalisés quand on a beaucoup de candidatures, c'est compliqué. Bon, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais voilà, globalement, je pense que l'IA ne nous remplacera pas complètement aujourd'hui, en tout cas pas sur toutes les phases du process de recrutement. Donc, c'est important de pouvoir savoir l'utiliser à bon escient sur toutes les phases où on va pas avoir finalement de face à face avec les candidats. Donc, c'est-à-dire potentiellement un peu de sourcing, potentiellement de la rédaction d'offres, d'emails, de la prise de notes, reformuler ses notes, mettre un peu de structure. Mais en ce qui concerne aujourd'hui, je pense encore l'évaluation. Il y a des tests d'évaluation prédictive, etc. Mais sinon, la partie vraiment entretien, je pense que c'est encore entre nos mains pour l'instant. Et surtout pour un peu valider nos propos, il y avait des études qui étaient faites et là, on a compilé un peu les données de la DARES et l'étude APEC. Bon, ce sont les chiffres de 2023, donc ça a dû déjà évoluer, mais pour l'instant, on n'a pas des chiffres plus frais. Mais le fait d'utiliser IA n'est pas problématique dans les yeux des candidats, d'accord? Et en manière générale, l'usage d'IA est perçu de manière positive, c'est-à-dire que l'entreprise va avec l'air du temps et de toute façon, on sait que tout le monde le fait. En revanche, il y a des étapes sur lesquelles ça peut avoir un impact négatif. Donc, sur la partie screening de CV, les tests techniques, comme disait Arnaud, tout ce qui permet de gagner du temps, dans 70-75%, c'est bien perçu par les candidats. Par contre, dès qu'on passe sur la partie entretien enregistré, qui va derrière potentiellement générer une analyse comportementale, là, ça peut créer des craintes réelles par rapport à cette analyse parce que on ne sait pas sur quoi est-ce qu'elle peut être basée, parce qu'on sait que l'IA peut halluciner, donc donner des réponses pas forcément bonnes, et parce qu'on sait aussi, et il y avait plusieurs cas, où justement l'IA peut reproduire les biais. Typiquement aussi, et je crois que pareil, c'était une des grandes entreprises, il y avait des problèmes chez L'Oréal, mais il y a bien longtemps, il y avait aussi des données de chez Amazon, où typiquement aussi dans la majorité des cas, ce sont des hommes blancs qui ont été recrutés pour ce type de poste, forcément, l'IA va sélectionner les hommes blancs pour ce poste futur parce que c'est l'historique et du coup, il va reproduire les biais. Et c'est là où il faut aussi faire attention. Mais globalement, encore une fois, donc, si on est sur la partie présélection et les tests, c'est perçu comme un avantage. Si c'est sur la partie plus décisionnelle, c'est là où ça peut créer plus de crainte. Et vous, l'audience, comment vous utilisez l'IA dans vos processus de recrutement? Est-ce que déjà d'une, vous l'utilisez et sur quel champ d'application? Dans l'onglet sondage, il y a une question, un sondage sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à soumettre le vote. Ça nous permet aussi, nous, de voir si les sondages qui ont été faits par exemple France Travail ou l'APEC, sont en adéquation avec l'audience qu'on a aujourd'hui. N'hésitez pas à le voir si vous avez, ou si même vous pouvez mettre dans le chat sans problème. Et il y avait une remarque de Valentine, s'il n'y a pas un biais à prendre uniquement en compte la réputation des écoles. Certes, certaines forment très bien, mais Einstein, par exemple, il n'a jamais suivi un parcours scolaire conventionnel et pourtant, c'était un génie. Super remarque. Après, on sait aussi qu'en France, quand même, on est on aime bien les parcours structurés et il y a aussi des moments où, notamment dans les marchés un peu tendus, les entreprises tentent de reproduire les parcours un peu sûrs. Donc, remarque est forcément bon et on doit être un peu plus sur les compétences et moins des CV, mais après, il y a aussi. Effectivement, Julie, tout le monde n'utilise pas encore l'IA et c'est encore quelque chose qui est assez tabou aujourd'hui, notamment dans le processus de recrutement. Et donc, après ces bases, en fait, quels sont les leviers concrets d'amélioration du processus du recrutement dans l'expérience candidat
on a quelques clés à vous transmettre. Katerina. Ah, Katerina. Je suis désolée. Problème de connexion. Ouais, Les aléas du direct. Mais je suis là, tout va bien. Donc, en effet, on a longuement posé le cadre un peu exprès parce que je pense que le premier élément avant de se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais pour améliorer ce processus de recrutement, c'est déjà c'est de se rendre compte des attentes. Et une fois qu'on a compris, OK, mes candidats que je veux, les bons, qui ne sont pas forcément même à l'écoute, que je veux chasser, ils ont besoin de ces éléments-là qu'on vient d'évoquer. Maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en face pour les séduire, mes super candidats? Donc, et on commence, sans grande surprise, par rédiger des offres engageantes. Donc, c'est important, au-delà de juste citer les tâches, mettre en avant les missions importantes, l'impact, environnement, conditions concrètes et aussi, idéalement, se différencier grâce à cette offre-là. Et c'est là où ChatGPT et d'autres liens peuvent être intéressantes parce que parfois, et si on doit rédiger des offres tous les jours et on le fait depuis des années, c'est compliqué de se réinventer. Et c'est là, l'IA peut être très pratique parce qu'on peut demander de justement créer quelque chose un peu différent avec un ton spécifique, en s'adressant à un public spécifique et on peut faire la différence grâce à l'IA également. C'est important d'éviter les jargons RH et typiquement, on l'a fait un petit peu tout à l'heure en disant les mots time to hire qui n'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc ça, c'était un bon exemple des choses sur lesquelles il faudra qu'on fasse tous attention et qu'on reste très compréhensible et on peut, c'est sur quelque chose qui est une offre qui est synthétique sans forcément de liste à rallonge, mais qui reste très compréhensible. Et je pense un autre élément, c'est le personnaliser aussi bien le ton selon la cible. Parce que certes, ça dépend sur quelle typologie de métier on travaille et quelle population on adresse. Et on ne va pas parler de baby-foot, ninja, IT, etc. ou candidats seniors. On ne va pas forcément les tutoyer et l'inverse. Et sauf qu'on voit que parfois, oui, parce que c'est une start-up ou une société avec moyen âge 25 personnes, elles vont chercher un directeur commercial senior et ils vont continuer de l'adresser de manière peut-être un peu trop familière. Donc, tout ça, c'est important de prendre en compte. Et encore une fois, personnaliser, c'est là où on peut se permettre de prendre du temps et de bien personnaliser notre offre pour déjà attirer de bons candidats de base. Deuxième élément, assez facilement, on peut quand même optimiser le parcours des candidatures. Encore aujourd'hui, on voit beaucoup des lettres de motivation. On sait que ces lettres de motivation, elles sont créées par ChatGPT. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? La réponse est non. On peut skipper cette étape. Les différents formulaires longs, les CV qu'il faut charger et tout, plus votre déjà la possibilité de postuler est rapide et simple, plus vous allez avoir des candidats pertinents. Et typiquement, les candidatures simplifiées en 2 clics ou la possibilité de ne pas forcément mettre le CV, mais le profil LinkedIn à la place, ça fluidifie aussi ce processus-là. Et un autre élément, c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, on continue à mettre en place tout sur l'ordinateur, sauf qu'on sait que beaucoup, et souvent en majorité des actions, encore une fois, selon les tranches d'âge, vont se faire sur le téléphone. Les candidats vont postuler sur leur téléphone. Donc aussi, point très rapide à vérifier, est-ce que si on le fait sur téléphone, tout se charge? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est assez fluide? Est-ce que le formulaire est visible? Est-ce que déjà on peut le faire tout simplement? Parce que souvent, on oublie un petit peu ce côté-là. Et Si bien tu me sûr, permets de rebondir juste, Katerina, excuse-moi de t'interrompre. Je pense que ça, c'est super important, optimiser le parcours de candidature. Là, dans le cadre dans lequel on en parle, c'est vraiment pour maximiser, je dirais, ou en tout cas améliorer l'expérience candidat. Vous aurez aussi, alors, c'est pas, la différence, elle n'est pas significative, mais ça va vous aider sur ce qu'on appelle l'inbound, c'est-à-dire le taux de candidature. D'accord? Avoir des process de recrutement ou en tout cas avoir des process de candidature simplifiés, ça peut aussi avoir des répercussions sur le nombre de CV que vous allez recevoir. Moi, je vous invite à faire le test parce que nous, on l'a fait chez Factorial. Tout simplement enlever certains champs obligatoires où le candidat va devoir se présenter. Alors, pareil, il y a 2 écoles là-dessus. Ça peut vous faire gagner du temps dans la lecture. Pourquoi je devrais contacter tel ou tel candidat? En revanche, vous allez aussi avoir un taux de, entre guillemets, vous allez avoir un ratio de perte en fait entre le moment où le premier clic, c'est-à-dire je clique sur l'offre,
et le moment où j'envoie mon CV à l'entreprise. Ça, vous pouvez le calculer, hein. Aujourd'hui, vous avez des outils comme LinkedIn qui vont vous dire combien de clics j'ai eu sur mon offre d'emploi et combien de personnes ont réellement candidaté. Et donc, je pense qu'en jouant aussi sur un process de candidature simplifié, vous pouvez maximiser ce taux-là. Donc, c'est également important, pas que sur l'expérience candidat, mais sur le nombre de ce que je sais que parfois vous disiez dans le chat, profil pénurique, il faut aussi penser à ça. La parole est à toi, excuse-moi, Katharina. Non, c'est super, merci beaucoup pour ta réponse. Et après, Julie qui posait la question, est-ce que c'est un réel frein? Mais juste, imaginez que vous avez un super candidat qui est prêt à postuler, qui est en recherche, il a vu votre besoin, mais juste il n'a pas de lettre de motivation sous la main. Bah, vous le perdez derrière, on sait que il ne retrouvera peut-être plus votre poste, peut-être qu'il n'était pas si motivé que ça, etc. Donc c'est juste le taux de déperdition qu'on peut avoir. Après aussi, point important, là, sur cette slide et la prochaine, on cite les leviers concrets et ce sont des options. On n'est pas en train de vous dire, bon là, il faut supprimer tout au processus, il faut prendre chaque élément, chaque point que je mentionne et tout implémenter. Non, bien entendu. Et là, c'est quelque chose qui est assez généraliste. Et bien entendu, selon, encore une fois, le typologie de métier, le secteur et vos processus et votre positionnement, il y a des conseils qui ne sont pas du tout pertinents. L'objectif, c'est juste peut-être ouvrir un petit peu les esprits et les champs des possibles et voir, OK, peut-être je peux assez facilement implémenter ça. C'est vrai que je n'ai jamais vérifié à quoi ressemble la candidature si je le fais. Plutôt le parcours, si je le fais depuis mobile, etc. Donc, c'est juste vous donner des options et potentiellement vous aider à implémenter 2-3 éléments, mais pas forcément prendre chaque point évoqué. Je le précise, c'est important. Même logique, et c'est ce qu'on dit toujours, parce qu'on intervient pas mal sur l'IA, et on dit l'IA c'est super, mais il faut vraiment partir de besoins et pas d'un outil. C'est pas parce qu'un outil il est sympa et stylé qu'il faut le prendre. Il faut voir est-ce qu'il y a un besoin réel derrière avant d'aller chercher un outil. Donc c'est la même logique. Mais sinon, j'étais sur la partie premier échange. Donc en effet, c'est important d'avoir déjà accusé de réception et dans lequel on peut indiquer que oui, on revient. Si on ne revient pas vers vous, c'est parce qu'on n'est pas forcément intéressé, mais que le candidat au moins ait cette première information. C'est pas mal de proposer des dates d'entretien assez rapidement et donner de visibilité. Et bien entendu, c'est là le point pénible sur lequel on sait que ça reste un vrai problème encore, des réponses négatives. C'est important de donner la réponse négative. Le pire, c'est de ghoster et de garder les candidats dans le flou. Ça, on le sait. Et pourtant, il y a encore, je n'ai pas de pourcentage en tête, mais 60% des entreprises qui ne font pas des refus ou pas de refus clairs avec des réelles raisons. Je te passe la main, Arnaud. Être transparent dès le départ, on en a parlé tout à l'heure sur la rémunération. Je pense que le process de recrutement également, c'est important de pouvoir lister les prochaines étapes pour donner de la projection aussi aux candidats. Je pense qu'il n'y a rien de plus stressant que d'être dans le flou, de ne pas savoir ce qui va se passer. Essayer de respecter les étapes. Je sais qu'il y a encore trop d'entreprises aujourd'hui qui précisent, stipulent un process de recrutement sur les offres. Et puis finalement, la réalité, elle est que en fait, on rajoute une étape par-ci, on rajoute une étape par-là. On n'est pas complètement sûr. Donc, on va rajouter un intervenant dans le process de recrutement. Ça, il faut éviter. Donc, être transparent, se tenir aux choses, se tenir à ce qui est communiqué avec les interlocuteurs, le nombre d'entretiens, la rémunération, toutes ces choses-là. Pareil, personnaliser l'expérience, on en parlait un petit peu aussi tout à l'heure. Ce que je vous disais, c'est que rien ne vaudra jamais une franche poignée de main ou un appel par téléphone. Donc, dans la mesure du possible, essayer de se mettre en relation directe avec les candidats. Alors, je sais, ça peut être parfois compliqué quand on fait du volume. Encore une fois, c'est mieux. Je sais que c'est pas toujours possible. La réalité, elle est que parfois les chargés de recrutement ont beaucoup d'entretiens, beaucoup de candidats dans le pipeline. On peut pas toujours le faire. Moi, j'utilise beaucoup LinkedIn. C'est mon outil préféré. Vous l'aurez compris, j'en parle beaucoup. Mais le système de messagerie instantanée, je pense que ça apporte un petit peu de on sort un peu du carcan très traditionnel, mail, bien à vous, cordialement, etc. Après, ça, le ton, ça dépend vraiment de votre positionnement et de la culture d'entreprise. Mais en tout cas, le fait de communiquer via d'autres canaux, je pense des systèmes de messagerie instantanée comme LinkedIn, moi, ça m'aide beaucoup. Enfin, voilà, un petit message avant un entretien technique avec un candidat.
bon courage, ça va bien se passer, etc. Ça rassure, ça permet d'humaniser le process de recrutement et j'ai souvent eu des bons retours par rapport à ça. C'est un tip que je vous partage. Si vous avez l'occasion de le faire et si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Et enfin, donner du feedback. Ouais, c'est important. Alors, donner du feedback, je ne sais plus qui disait tout à l'heure dans le chat, c'est compliqué de donner du feedback quand on a 150 candidatures. Alors, qu'on s'entende bien là-dessus. Je ne sais pas quel chargé de recrutement fait 150 entretiens par semaine. Moi, en tout cas, j'en suis pas capable. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est que, enfin, ce qu'il faut bien distinguer ici, c'est que, alors, vous pouvez avoir 150 candidatures, vous n'aurez, je ne pense pas, 150 personnes dans votre process de recrutement. Quand on dit donner du feedback systématiquement, alors évidemment qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de donner du feedback personnalisé à une personne qui ne va pas avancer dans le process de recrutement. Ce que j'entends par là, c'est que si par exemple, Pauline, demain, tu postulais chez Factorial, que ton CV, pour X ou Y raison, ne matche pas avec les critères du poste, je ne vais pas effectivement avoir le temps de t'appeler ou t'envoyer un mail pour te dire on ne va pas avancer dans le process de recrutement. En revanche, après un entretien, en revanche, après un test technique, etc., là, je pense que c'est important de pouvoir le faire. Vous verrez beaucoup moins de candidats. Je pense qu'on parle peut-être de 10, 15 personnes éventuellement. C'est déjà beaucoup plus factuel, c'est plus plausible. Vous pouvez le faire aujourd'hui avec un chat GPT. Hein. Moi, je l'utilise beaucoup, ce que je vous expliquais, pour toute la sémantique. Il a le sens de la formule. Hein. Donc, je peux tout simplement mettre mes notes d'entretien, mon retour d'entretien. Je vais lui demander de me formuler un retour négatif. Et puis, je vais pouvoir le communiquer au candidat. Ça va beaucoup vous aider sur l'expérience candidat d'une part. Mais pareil aussi, je pense que sur tout ce qui va être l'expérience candidat, de toute façon, un candidat content, il va en parler aux autres, etc. Donc, ça aura des répercussions sur le long cours derrière, sur le taux de réengagement des candidats. C'est une métrique dont on va pouvoir parler tout à l'heure, sur plein de choses. Donc, je pense que c'est important de pouvoir le faire si vous en avez l'occasion. Effectivement, c'est la remarque de Léa dans le chat. Tout à fait. Et je voulais juste revenir aussi, il y a quand même un élément qui peut être un peu contradictoire, mais l'IA, aujourd'hui, les différents outils peuvent nous permettre d'avoir cette approche plus personnalisée et plus humaine. Typiquement, il y a aujourd'hui plein d'outils de rétranscription et d'enregistrement des échanges, comme par exemple Nuta, mais il y en a plein d'autres, juste Nuta, c'est un outil français qu'on aime bien, c'est pas ça, on le cite, ce qui nous permet aujourd'hui de ne pas forcément prendre les notes pendant l'entretien. Bien entendu, il faut prévenir le candidat, avoir son accord, expliquer pourquoi est-ce qu'on le fait. Mais typiquement, ça nous permet de ne pas écrire ou taper sur l'écran et écouter à moitié, être stressé de tout retenir, mais vraiment donner son temps, son attention, son eye contact au candidat. Derrière, c'est l'outil qui va nous créer la retranscription, la synthèse. On peut aussi faire une sorte de modèle de compte rendu qu'on a besoin avec les éléments qui ressortent comme la disponibilité, s'il y a d'autres pistes, niveau de rémunération, et ce qui nous permet aussi de ne pas oublier, de ne pas confondre les candidats et d'avoir les notes structurées. Donc, à la fois, on a quelque chose qui est quali, qui est structuré, qui n'est pas subjectif à la fin de cet entretien avec les notes qu'on peut aussi transmettre, par exemple, à l'opérationnel. Et à la fois, on a donné vraiment notre attention, notre écoute, notre temps au candidat. Donc ça, je trouve que c'est un bon exemple et un bon compromis. Comment est-ce que l'IA et les outils peuvent nous aider à être plus personnalisés. Donc là, oui, celui qui, en effet, Nuta, ça s'écrit comme ça, et c'est un outil payant qui est, Pauline, merci, qui est à la hauteur de 35 €, il me semble, par mois. Mais il y en a d'autres, il y a Fireflies, il y en a je ne sais plus comment ça s'écrit, il y avait Tactique qui est gratuit. C'est juste que Nuta, c'est vraiment spécialiste recrutement et c'est compliant, RGPD compatible, alors que les autres, il faut voir, il faut se renseigner, j'ai un peu moins d'infos. D'accord? Mais il y en a d'autres qui sont gratuits et qui peuvent être aussi très, très bien. Et Arnaud, si on continue sur les outils pour fluidifier l'expérience candidat et aussi plus la simplifier, la personnaliser, qu'est-ce que tu conseilles? Quels outils on peut utiliser dans ce process? Moi, je pense déjà pardon, à l'ATS, donc j'en vois déjà parmi vous qui rigolent parce que c'est, je pense, le b.a-ba quand on fait du recrutement, mais détrompez-vous, c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai déjà bossé dans une boîte de la tech où nous n'avions pas d'ATS. On faisait beaucoup de volume à l'époque, je crois que c'était entre 20 et 25 recrutements par mois sur différents marchés, la France, l'Italie, l'Allemagne, etc.
On n'avait pas d'ATS à l'époque. On utilisait des outils comme des fichiers Excel, évidemment, c'est le nerf de la guerre. Monday, si je ne dis pas de bêtises. On avait créé un pseudo ATS sur Monday, mais enfin, c'était très archaïque. Ça ne fonctionnait pas correctement. Donc, je pense que c'est la première chose aujourd'hui. Dès lors que l'ATS, il n'est pas nécessaire pour tout le monde, hein, qu'on s'entende bien ici. Je pense qu'un ATS, dès lors que vous avez peut-être entre 5 à 10 recrutements par mois à faire, je pense que ça va être intéressant pour garder une traçabilité, centraliser l'information. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui, quand elles se lancent, vont tout de suite faire l'acquisition d'un CRM pour les vendeurs, hein, et pas forcément d'un ATS. Donc l'ATS, pour rappel, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est ce qu'on appelle un Application Tracking System. Donc c'est en fait notre base de données candidat. De la même manière qu'un vendeur aujourd'hui va pouvoir prendre des notes sur un CRM pour avoir une traçabilité sur toutes les interactions avec un client, nous on fait la même chose avec des candidats. Et je pense que toutes les entreprises aujourd'hui n'en ont pas. Et c'est peut-être une erreur ici, parce qu'on pense souvent à faire l'acquisition d'un CRM, pas d'un ATS, mais je pense que savoir bien s'entourer, savoir recruter les bonnes personnes, c'est tout aussi important, hein, savoir recruter les bons collaborateurs, les bonnes collaboratrices. Donc, je pense que dès lors que vous avez un petit peu de recrutement, alors ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde ici, ce ne sera peut-être pas les problématiques de toutes les TPE, PME qui travaillent avec nous, mais c'est important de pouvoir avoir un outil comme ça. Les agendas digitaux, bon, c'est pareil, c'est le b.a.-ba. Je pense que tout le monde ici l'utilise aussi. Je ne réinvente rien en vous parlant de ça. Ça fait gagner du temps, c'est plus simple. Peut-être en revanche, si je vous parle de scorecard, c'est quelque chose qui sera peut-être nouveau pour certains. Ce qu'on appelle une scorecard, c'est comment vous l'expliquer? C'est un tableau des compétences, d'accord? C'est-à-dire que, au moment où vous allez lancer, un poste, c'est-à-dire au moment de l'ouverture d'un poste, nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'aller vous asseoir. Je pense que vous le faites déjà avec, le ou la hiring manager pour essayer de comprendre finalement les enjeux du poste. En fait, tout le travail préparatoire, hein, pré-recrutement, création de l'offre, des missions et cetera. À ce moment-là, on va pouvoir, dresser ce qu'on appelle une scorecard, c'est-à-dire un tableau finalement dans lequel on va dresser en fait les compétences fondamentales que l'on veut avoir chez un candidat, que ce soit des compétences techniques ou des compétences comportementales, ce qu'on appelle les hard skills et les soft skills. D'accord. Pourquoi c'est important de dresser une scorecard en termes d'expérience candidat? Ça va permettre de la fluidifier parce que bien souvent, il n'y a pas assez de dialogue en fait entre les parties prenantes qui travaillent sur un process de recrutement. Et quelle est ma valeur ajoutée à moi, Arnaud, en tant que chargé de recrutement, si pendant l'entretien RH, je pose les mêmes questions que le hiring manager et si le hiring manager pose les mêmes questions que le directeur. Donc en fait, la scorecard va vous donner une ligne de conduite, à savoir, aujourd'hui, on a une liste de peut-être 5 soft skills, 5 hard skills, lesquels je veux évaluer, à quel moment de l'entretien, à quel moment du process de recrutement et qui va s'en charger. Donc, ça permet d'avoir de la cohérence et une continuité logique sur tout le process de recrutement. Mettez-vous à la place d'un candidat aujourd'hui. Je pense que c'est déjà assez stressant de passer les entretiens. Si en plus on vous fait répéter la même chose, quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui? Pourquoi mettre 3 entretiens en place si finalement, dans un seul entretien, on a posé déjà toutes ces questions? Donc je pense que c'est super important. C'est un outil que peut-être, tout le monde n'utilise pas aujourd'hui. Je pourrais vous partager, si vous le souhaitez, des templates de scorecard, mais ça, c'est vraiment, pour moi, c'est indispensable aujourd'hui. Pour travailler sans scorecard, c'est compliqué. Arnaud, Cécilia demande si on a des exemples de bonnes ATS et à partir de quel volume c'est vraiment utile l'ATS, enfin, de mettre en place ce genre de plateforme. Évidemment, j'ai envie de vous parler de Factorial, hein, vous l'aurez compris, puisque nous, c'est celui qu'on utilise aujourd'hui. À partir de quel volume? C'est une très bonne question. Je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact en tête. Je pense que il y a une question de volume d'une part. Je pense qu'il y a une question de priorité aussi d'autre part. C'est-à-dire si le recrutement, c'est l'une de vos priorités aujourd'hui, dans ces cas-là, il vous faudra un ATS. Effectivement, si on a une faible volumétrie, si on recrute 2-3 personnes par mois, je ne suis pas certain que ce soit indispensable aujourd'hui. Maintenant, si le recrutement est une de vos priorités, vous êtes dans une phase de croissance, etc., c'est évidemment indispensable. Vous donnez un chiffre,
C'est compliqué, je sais pas. Je vous dis, nous, on recrutait à l'époque entre 25 et 30 personnes par mois sans ATS et c'était compliqué. Donc, vous pouvez partir du postulat que déjà à partir de 20 ou 30 personnes sans ATS, voilà, je pense, même en dessous, je pense que ça commence à devenir indispensable. Après, vous en avez d'autres, hein, mais voilà, en premier lieu, je pense à Factorial. Après, il va y avoir effectivement le deck plus ultra, pour de très très grosses entreprises, peut-être Lever, Greenhouse, qui sont des très beaux outils aujourd'hui. C'est là que je peux avoir en tête, mais qui ne vont pas forcément correspondre aux besoins d'une TPE-PME. Et surtout, je me permets de compléter un petit peu, l'intérêt d'avoir un outil, c'est pas juste avoir un outil, c'est pour pouvoir facilement accéder à des bons candidats avec lesquels on a déjà eu des échanges, qui peut-être n'aient pas été pertinents à un moment donné de leur parcours ou des vôtres. Et par contre, c'est beaucoup plus simple et ça coûte moins cher de pouvoir retourner vers le candidat qu'on a déjà identifié, avec lequel on a déjà eu des échanges, qu'aller le rechercher d'autres à nouveau. Donc, c'est aussi dans cette logique. Et après, Arnaud, je pense que tu comptais parler de cette notion de nurturing des candidats, mais c'est en effet rester proche de bons candidats avec lesquels vous avez déjà eu des contacts, même si vous ne les avez pas recrutés, aussi dans la logique pour qu'ils puissent devenir vos ambassadeurs, pour qu'ils puissent parler de vous dans leur entourage. Et c'est là où il y a tout l'intérêt de garder vos viviers, de pouvoir y accéder, de pouvoir les exploiter, ces viviers, votre réseau, et de ne pas tout recommencer à chaque fois sur LinkedIn ou autre. Et en effet, Between, c'est un bon exemple. Et après, aujourd'hui, il y a pas mal de… si c'est quelque chose qui est très, très ponctuel, au final, sur des outils comme Welcome to the Jungle ou Antid ou autres, vous allez avoir aussi les ATS intégrés si c'est quelque chose qui est très, très, très ponctuel. La bonne nouvelle, c'est que… Ouais, la bonne nouvelle, c'est que l'expérience candidat, aujourd'hui, on est capable de la mesurer. Donc, même si c'est évidemment pas pour apprendre pour argent comptant, mais on a en tout cas des indicateurs, hein, qui sont là pour vous aider à dresser un état des lieux de votre processus de recrutement, savoir si éventuellement il y a peut-être des couacs, des axes d'amélioration. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'on appelle le NPS, hein, le Net Promoted Score, qui n'est ni plus ni moins en fait qu'une enquête, une survey que vous pouvez envoyer directement aux candidats, aux candidates après un process de recrutement. Pour ça, je peux vous conseiller l'outil Google Form, qui est complètement gratuit, qui vous permet de faire un questionnaire, un formulaire. Nous, je sais que c'est les choses qu'on essaye de mettre en place systématiquement après un process de recrutement, qu'il soit positif ou négatif, hein, du reste, c'est-à-dire qu'il aboutisse sur une promesse d'embauche ou non, mais c'est important d'avoir un retour de la part des candidats. Donc, vous pouvez poser des questions type, voilà, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous recommanderiez le process de recrutement chez Antid, chez Factorial? Poser des questions sur les axes d'amélioration, sur la qualité du contenu, des échanges, par exemple. Ça vous permettra d'avoir un retour d'expérience de la part des candidats, c'est important. Il y a des KPIs, des métriques plus techniques. On en parlait un petit peu tout à l'heure, le fameux… Alors, en recrutement, on peut presque tout calculer aujourd'hui. En réalité, tout est quantifiable, tout est mesurable. Moi, je vais vous en donner quelques-uns. Si vous en avez d'autres, libre à vous de les communiquer, de les partager. Mais en tout cas, des KPIs qui peuvent vous donner un indice sur la qualité de votre expérience candidat. Vous allez avoir le time to hire, effectivement. Donc, c'est-à-dire la durée du process de recrutement entre le premier contact avec un candidat et le moment où la promesse d'embauche est signée. D'accord? Plus ce délai va être court, en réalité, plus potentiellement, on va avoir une expérience candidat forte. C'est ce que disait tout à l'heure Katerina. Plus les process de recrutement sont longs, plus il y a une incidence aussi sur voilà, l'engagement et la qualité du process. Donc ça, c'est un bon indicateur que vous pouvez utiliser. Le taux d'engagement ou le taux de réengagement, c'est-à-dire combien de personnes ont déjà postulé chez vous, combien de personnes vont recandidater dans votre entreprise suite à un process qui, pour X ou Y raison, n'aurait pas abouti, ou des personnes qui sont aussi susceptibles de demander à être recontactées également. Ça, c'est un bon indicateur. Quelqu'un qui, après un process de recrutement, n'a finalement pas eu le job, mais qui est tout à fait disposé à être recontacté, peut-être 6 mois, 1 an, par exemple. Ça, c'est un bon indicateur aussi pour mesurer votre taux d'expérience candidat. Le sourcing mix également, je pense notamment à la qualité de l'inbound. Plus vous allez avoir comment dire, je ne m'éparpille pas en vous expliquant ça,
Plus l'expérience candidat elle va être bonne, plus vous allez travailler sur votre marque employeur, plus a priori vous aurez d'inbound. On appelle le sourcing mix aujourd'hui, c'est un indicateur qui va vous permettre finalement de vous donner un indice sur la source de vos candidatures aujourd'hui. Est-ce qu'elles viennent, elles sont issues de la chasse? Est-ce qu'elles sont issues de cooptation, de systèmes de referral? Est-ce qu'elles sont issues d'inbound, donc de personnes qui ont décidé de postuler chez vous? Ça, c'est un bon indicateur. Je pense que plus on va avoir d'inbound, c'est-à-dire que plus la marque employeur sera forte et plus les process de recrutement sont intéressants, plus vous allez avoir un sourcing mix qui ira, je pense, en faveur de l'inbound. Et enfin, dernière chose que vous pouvez regarder, c'est des plateformes. Alors, la plus connue, je pense que ça reste évidemment Glassdoor aujourd'hui, même si c'est, je pense, un peu biaisé, dans le sens où c'est souvent les personnes qui ont une mauvaise expérience candidat qui vont venir mettre un commentaire sur Glassdoor. Ceci étant dit, ça peut être intéressant voilà, d'aller jeter un œil, d'aller regarder aussi les retours qui sont expliqués sur Glassdoor, même si voilà, encore une fois aussi ne pas apprendre pour argent comptant parce que c'est un petit peu biaisé comme outil, mais c'est intéressant d'aller regarder. Et il nous reste 5 minutes pour parler de l'après-recrutement. En fait, les étapes essentielles aussi, il ne faut surtout pas négliger l'onboarding, donc le pré-onboarding et l'onboarding. Donc, quelles sont les étapes essentielles, Katerina, Arnaud, pour ce faire? Je vais aller très, très rapidement, mais en effet, c'est important de parler de cette notion de pré-boarding ou pré-onboarding. En fait, c'est la phase entre la signature de contrat et l'intégration, parce qu'on sait que souvent, il peut y avoir 2-3 mois ou parfois même plus, s'il y a des vacances ou autre chose, entre ce moment-là. Et c'est vrai que les candidats peuvent être très volatiles et le candidat peut être contacté entre-temps par une autre société. Et on a eu des cas et des témoignages où le candidat, le jour J, le jour d'intégration, il ne vient pas. Et quand on l'appelle, il dit « Ah ben non, en fait, j'ai commencé il y a un mois dans une entreprise, je n'ai pas plus de contact. » Et en fait, il ne prévient même pas. Et donc, c'est là, cette phase, elle peut être parfois négligée alors qu'elle joue un rôle crucial pour éviter cette ghosting de post-signature. Et l'objectif, c'est de renforcer l'engagement avant même le premier jour. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, pour que le futur manager peut appeler, humaniser le lien dès le départ. Ça peut être un simple appel, visio ou même téléphone pour féliciter, remercier, monter l'enthousiasme, l'aider de collaborer, etc. Un mail des bienvenus personnalisés. Pas le mail RH automatique, mais un message avec un petit gif signé par le manager ou par quelqu'un de l'équipe, ou ça peut être message LinkedIn, comme disait Arnaud, super, mais qui donne envie, qui peut-être partage d'anecdotes sur l'équipe, quelque chose qui donne envie, qui dit « Ah, c'est sympa, j'ai bien choisi mon entreprise, c'est cool ». Si vous avez les moyens, un welcome pack, un sort de kit de bienvenue avec des petits goodies, si vous avez une gourde ou je sais pas, ou des chaussettes ou quelque chose qui est sympa, un petit mot manuscrit de l'équipe, ça peut aider aussi. Ça dépend de l'entreprise. J'ai vu les conseils de donner accès aux outils en amont, au Slack, un extranet, peut-être les sites, quelque chose, ce qui permet au futur collaborateur de prendre doucement ses repères, découvrir les outils, préparer son arrivée. Là-dessus, par contre, moi, je pense que je ne le ferai pas parce qu'il y a quand même notion de confidentialité, mais ça dépend de poste. Sur certains, peut-être il y a un peu moins. Et après, partager les différentes vidéos de l'équipe, témoignages de collaborateurs. Et si jamais vous avez, par exemple, le dépôt mensuel ou des déj mensuels ou un événement que vous faites, ça peut être sympa de faire venir votre futur collaborateur avant son jour d'intégration à une soirée d'équipe ou un petit déjeuner, un after work, pour qu'il puisse voir l'équipe sans stress avant cette intégration formelle. Donc, il y a plusieurs actions comme ça qui sont simples, qui sont pratiques et qui peuvent être faites et mises en place pour rassurer et engager votre futur employé. Et aussi, par exemple, quelque chose de très simple, mais préparation de son arrivée avec les infos pratiques. Adresse, horaire, préciser les codes vestimentaires, les transports, où déjeuner, où poser ses affaires, selon la taille d'entreprise où est-ce que vous êtes basé. Certains, parfois c'est évident, parfois un peu moins, mais à qui s'adresser en arrivant, si à l'accueil, si à la
à l'accueil, s'il y a plusieurs bâtiments, créer un mini-guide avec, encore une fois, PDF, un chat GPT comme un PDF ou avec des outils comme Notion, ça peut être très, très bien reçu, ça peut être fait vraiment rapidement et ça peut vraiment changer la perception et avoir cette arrivée avec des meilleures conditions. Pour parler un petit peu de la suite, je pense déjà le jour même de l'onboarding, je sais que c'est quelque chose qui marche bien. On le fait, nous, c'est Factorial. Je trouve ça plutôt chouette. Alors, on parlait tout à l'heure d'engager le hiring manager, effectivement, pour toute la partie nurturing, etc. Ce qui est bien, c'est aussi d'engager les dirigeants. Nous, je sais par exemple que notre CEO intervient lors de la phase d'onboarding, ne serait-ce que 5 minutes, voilà, pour venir dire un petit mot de bienvenue. Je pense que ça donne un sentiment d'engagement. C'est valorisant aussi de se dire que notre CEO, c'est très humain en fait de faire ça. Il va prendre même 5 minutes dans sa journée pour venir souhaiter la bienvenue aux nouveaux collaborateurs. Donc ça, c'est un petit tips qui marche plutôt bien, qui est souvent apprécié de la part des nouveaux venus. Après, voilà, effectivement, ça va être, bon, pour aller très vite là-dessus, mais le suivi des premières semaines, je pense que c'est important de donner de la visibilité de la même manière qu'on donne de la visibilité lors d'un process de recrutement. Il faut qu'on puisse donner de la visibilité aussi sur la phase d'onboarding du candidat. Qu'est-ce qui va être présenté, quelles sont les formations, quelles sont les échéances, les deadlines, quels sont les objectifs à suivre. Donc voilà, d'avoir finalement une trame, en fait, un petit calendrier, un agenda avec voilà, les différentes échéances, M+1, M+2, etc. Un système de mentor ou des buddies, ça c'est pareil, c'est bien aussi d'avoir donc un parrain, une marraine dans l'entreprise, quelqu'un qui va s'occuper de vous, qui va être un peu votre référent, votre référente pour des choses aussi simples que de ne pas aller déjeuner tout seul le premier jour par exemple, ou vous donner des best practices sur la politique d'entreprise, des petites choses du quotidien, etc. Donc je pense que ça c'est bien. Que le mentor puisse prendre contact en amont de l'onboarding quelques jours avant avec le nouveau salarié, c'est quelque chose qui marche bien. Et enfin, suivre et mesurer. Donc là, si vous avez l'opportunité en tout cas, si vous avez les moyens d'avoir des outils qui vous permettent de mesurer, de suivre, de prendre le feedback aussi des nouveaux salariés, c'est important, voilà, de prendre le temps d'échanger avec eux, savoir comment tout se passe, prendre des notes, effectivement, le suivi dans le temps de l'onboarding. Pareil également, éventuellement penser à mettre des surveys aussi, hein. On parlait des surveys tout à l'heure sur le process de recrutement. C'est quelque chose qu'on peut assez facilement déployer sur l'onboarding aussi. Une survey pour prendre la température, savoir comment l'onboarding s'est déroulé. Est-ce qu'il y a peut-être encore des zones d'ombre, des choses un peu floues? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Effectivement, je pense que rien n'est parfait. Tout peut être optimisé, tout peut être fait différemment. Donc c'est important aussi, suite à post-onboarding, voilà, de pouvoir évaluer la qualité du contenu, des échanges, de tout ce qui a été proposé. Très bien, merci pour votre intervention, Caterina Arnaud, sur l'expérience candidat. Alors, beaucoup de personnes me demandent si vous allez recevoir par mail le replay. Bien sûr, automatiquement, ensuite, le replay sera envoyé après le webinaire et vous recevrez également la présentation par mail dans l'après-midi, ainsi qu'une synthèse écrite et en bonus un modèle de scorecard. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Si vous avez encore quelques minutes devant vous, on est disponible pour y répondre. Également, dans l'onglet sondage, n'hésitez pas, si vous voulez prendre rendez-vous pour une présentation plus personnalisée avec Huntid ou Factorial ou même les deux, puisqu'on est complémentaires. N'hésitez pas à y répondre dans l'onglet sondage. Pardon, et puis, on reviendra très vite vers vous. Tout à fait. Et si je viens juste me permettre de partager mon LinkedIn, tout simplement, si vous souhaitez d'échanger, continuer nos échanges, si vous avez plus des questions, d'éléments, n'hésitez surtout pas. Moi, Arnaud et Pauline, nous restons tout à fait disponibles. Pauline a concocté des super QR codes, donc vous pouvez aussi scanner vos écrans. Sinon, il y a différents moyens de revenir
vers nous si vous le souhaitez. Et sinon, je voulais quand même vous remercier pour tous les commentaires, pour tous les exemples de choses que vous avez mis en place. C'était super intéressant parce que c'est vrai que nous, systématiquement, on enrichit nos prochaines interventions grâce aux exemples dans le chat et grâce aux questions aussi dans le chat. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour toutes les interventions et pour toutes les questions et commentaires. Et en effet, si vous avez encore des petites questions, c'est le bon moment parce que sinon, ça fait plus d'une heure qu'on parle. Donc, un moment, on va aussi vous laisser travailler. Et merci beaucoup pour tous les commentaires fortement sympathiques sur la qualité de notre présentation. On est ravis. J'ai l'impression. Merci à vous. Il n'y a pas forcément de questions. En tout cas, merci pour vos retours. Comme quoi, la présentation était intéressante. Ça nous fait plaisir d'avoir ce genre de retour. Suggestions pour l'avenir. Avez-vous un retour d'expérience sur les chatbots? Merci, Céline. Très bon retour d'expérience qui peut simplifier l'expérience candidat ou en effet en préparation de sortes de FAQ et des questions, les réponses en questions les plus souvent posées ou encore une fois juste le partage de liens pour avoir le rendez-vous facilement. Donc chatbot peut être un très bon moyen aussi de gérer un petit peu les RH. Je vois dans les commentaires chatbot qui permettrait d'éviter les préqualifications. Ça, je ne suis pas sûr que le chatbot puisse faire. Chatbot, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un chatbot dans votre site carrière, par exemple, hein, pour vraiment venir guider le candidat voilà, dans le processus d'application. Est-ce que ce poste propose du télétravail? Est-ce qu'il est bien en France? Est-ce qu'il est bien. Voilà, des choses comme ça. Maintenant, pour la préqualification, je ne suis pas sûr aujourd'hui. Alors après, éventuellement, vous pouvez utiliser des killer questions. Vous savez, au moment du formulaire de candidature, ça se fait beaucoup. Si ça peut vous, voilà, si par exemple, mettons qu'une compétence indispensable, parler espagnol, par exemple, tiens, sur certains postes, ça peut être indispensable. Vous pouvez poser cette killer question directement dans le formulaire de candidature. Mais alors après, chatbot, pour faire les entretiens, je ne suis pas sûr. Céline, on a un petit peu testé, si vous voulez, je vous ai mis mon agenda pour qu'on puisse en discuter. On a un petit peu testé sur la partie, justement, l'IA qui appelle. Et c'est vrai que à la fois, c'est très bien fait, et parfois, on ne se rend même pas compte que c'est l'IA. À la fois, il y a des choses sur lesquelles ça peut être un peu limite. Donc, si vous voulez un petit partage d'expérience sur ce genre de choses, on peut en parler après plus en détail. Il y a des choses en tout cas à réfléchir avant et à prendre en compte avant de les mettre en place, je dirais. On termine? Effectivement, je pense que c'est le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Merci Caterina, merci Arnaud pour votre intervention de qualité. C'était un réel plaisir de collaborer. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et un très bel été. À vous. Merci. À vous également, merci. Arnaud. Au revoir. Merci, au revoir.